Bienvenue dans la voie des mondes reliés. Je suis Marie Tamoifo. Ici, chaque histoire est un pont. Un pont entre les femmes, les mémoires, les territoires et les futurs. Je prends un souffle. Un souffle de gratitude pour nos mères, nos ancêtres, nos terres. Un souffle d'ancrage dans Bacham, dans nos racines. Un souffle d'intention pour que ce moment apporte à toi et à moi mieux-être, confiance et lumière. Il existe dans les plis de l'histoire des voix que l'on n'a pas voulu entendre. Des voix qui ont pourtant déplacé des royaumes, guidé des peuples, transformé des sciences et inspiré des révoltes. Des voix qui ont traversé les continents, mais que la mémoire officielle a tenté de réduire au silence. Aujourd'hui, nous allons les écouter. Nous allons marcher sur leurs traces, continent après continent, pour comprendre comment elles ont été effacées et comment, malgré tout, elles ont continué à agir, à transmettre, à résister. Cet épisode est un voyage dans les archives, dans les récits, dans les absences. Un voyage dans les mondes reliés des femmes qui ont tenu debout là où l'histoire voulait les faire disparaître. Alors installez-vous, respirez, laissez les voix anciennes remonter, laissez les mondes se rejoindre. Bienvenue dans l'épisode 4. Je suis Marie Tamoifo. Bienvenue dans la voie des mondes reliés. Elles ont écrit l'histoire, femmes effacées, femmes volées, femmes résistantes. Quand on dit que les femmes n'ont pas écrit l'histoire, ce n'est pas vrai. Elles l'ont écrite, mais leurs noms ont été gommés. Elles ont créé, soigné, inventé, dirigé, pensé. Et pourtant, dans les livres, leurs voix s'effacent, leurs œuvres signées par d'autres, leurs visages coupés par des photographies, leurs découvertes attribuées à des hommes. Pourquoi ? Parce que pendant des siècles, les institutions et les normes sociales ont décidé que la mémoire devait être masculine. Les écoles, les académies, les laboratoires, les archives ont souvent été fermées aux femmes. Les gardiens du savoir, historiens, éditeurs, enseignants ont choisi qui méritait d'être raconté. Ce choix n'est pas neutre. Nommer est un acte politique et symbolique. Ce que l'on ne nomme pas disparaît. L'effacement commence par de petits gestes. Un nom oublié dans une note de bas de page. Un manuscrit publié sous un pseudonyme masculin. Une invention créditée au mari. Puis ces gestes deviennent système. Les lois, les traditions, les récits nationaux qui transforment des actrices centrales en exception ou en silhouette. L'effacement s'inscrit aussi dans les corps et les gestes transmis de génération en génération, disant aux femmes que leurs créations n'ont pas de valeur publique. Pourtant, malgré ces murs, les femmes n'ont jamais cessé d'agir. Elles ont écrit dans l'ombre, transmis par la voix, le geste, le soin. Elles ont créé des réseaux clandestins, signé des œuvres anonymes, inventé des stratégies de survie intellectuelle. Elles ont résisté, elles ont laissé des traces que l'on peut retrouver si l'on déplace la lumière. Ce podcast n'est pas une attaque, c'est une réparation de mémoire. Nous ne cherchons pas à effacer des noms, mais à rendre visibles des vies et des œuvres qui ont été volées ou minimisées. Nommer ces femmes, c'est redonner souffle à l'histoire et réparer petit à petit le récit collectif. Dans cet épisode, je souhaite montrer comment l'effacement s'est construit. Mes recherches m'ont conduite vers des mécanismes matériels et symboliques. Raconter comment des femmes ont été volées, idées, découvertes, œuvres attribuées à d'autres. Mais aussi, je souhaite mettre en lumière les résistances, certaines stratégies, des réseaux, les gestes de transmission qui ont permis à ces voix de survivre.
Écouter ces histoires, c'est charger notre regard sur le passé et sur le présent. C'est comprendre que l'absence apparente des femmes dans les récits officiels n'est pas un vide naturel, mais le résultat d'un choix. Et que ce choix peut être renversé par la recherche, la nomination et la transmission. Je voudrais commencer donc par cette première question. Combien de femmes connaissez-vous qui ont été effacées de par leur histoire? Alors, en Afrique, cette machine prend souvent la forme d'une réécriture coloniale et patriarcale. Et là, je parle des temps anciens, du passé, parce que pour ce qui se passe aujourd'hui, je reviendrai dans les prochains épisodes. En Afrique, donc, la reine Dinga, souveraine du Ndongo et du Matamba, négociait d'égal à égal avec les empires européens, menait des stratégies militaires complexes, construisait des alliances régionales. Pourtant, les archives portugaises la décrivent comme cruelle, manipulatrice, virile. Ces mots ne sont pas innocents. Ils servent à délégitimer une femme qui osait gouverner, combattre, décimer. La machine coloniale transforme une stratège politique en caricature exotique. Elle efface son intelligence diplomatique, sa vision géopolitique et sa capacité à tenir tête à un empire. Une dixième icône, Yaa Asantewaa, au Ghana, qui a subi un mécanisme similaire. Les récits britanniques la réduisent à une vieille femme en colère, alors qu'elle a mobilisé un peuple entier pour défendre le trône d'or. La réalité est tout autre. Elle a dirigé une insurrection nationale, mobilisé un peuple entier, défendu le trône d'or, symbole de la souveraineté Ashanti. L'effacement s'est opéré ici par la minimisation de son action, dans le but évidemment de réduire une chef militaire à une anecdote, effacer la stratégie et effacer sa puissance. Une troisième icône que je voudrais citer en Afrique, Funmilayo Ransome Kuti. Pour ceux qui connaissent Kuti, Fela Kuti, au Nigeria, c'est quand cette machine patriarcale est lancée, elle ne peut plus s'arrêter. On la connaît sous le nom de la mère de Fela. Alors qu'elle fut l'une des architectes du féminisme africain, une organisatrice politique redoutable, une négociatrice face au pouvoir colonial. Ici, l'effacement opère une minimisation par réduction, par caricature, comme si la puissance des femmes devait être rendue illisible pour ne pas déranger l'ordre établi. Funmilayo a organisé des milliers de femmes au Nigeria, combattu les taxes coloniales, milité pour le droit de vote, influencé la politique nationale. La marche patriarcale efface la femme politique derrière la figure maternelle. Elle transforme donc cette dame, une architecte du Nigeria moderne, en personnage secondaire. Dans les Amériques, et ce n'est pas seulement sur le continent africain, la machine change de visage. Elle devient mythification, racialisation, confiscation institutionnelle. Sacagawea, jeune femme Shoshone, est transformée en icône docile, en figure maternelle, rassurante, alors que son rôle réel fut celui d'une médiatrice culturelle essentielle, d'une guide, d'une survivante. Sacagawea traverse un continent avec un bébé sur le dos, guide une expédition, traduit des mondes. Mais l'histoire la transforme en icône docile, en figure maternelle, en symbole lisse. La mythification efface la complexité de sa vie, la captivité, les dangers, les négociations, la survie. Elle devient un mythe et le mythe efface la femme. Le mythe efface cette femme.
Alors, parmi les deuxièmes icônes que j'ai trouvées, il y a Harriet Tubman. Harriet Tubman n'est pas seulement une conductrice courageuse. Elle est une stratège militaire, une espionne, une chef d'opération. Pourtant, les récits officiels la réduisent à un symbole moral. La machine institutionnelle efface son génie tactique, sa précision, son intelligence stratégique. On célèbre son courage, mais on efface sa pensée politique, sa maîtrise du renseignement, son rôle dans la guerre. Une troisième icône, Katherine Johnson, mathématicienne de la NASA. Elle voit ses calculs envoyer l'humanité dans l'espace. Mais son nom disparaît dans les rapports officiels pendant des décennies. Elle calcule les trajectoires qui permettent à l'humanité d'aller dans l'espace aujourd'hui. L'effacement est bureaucratique, racial, structurel. La NASA utilise ses calculs, mais pas son nom. Ici, l'effacement est bureaucratique, racial, structurel. On ne nie pas l'existence des femmes, on les rend invisibles dans les documents, dans les institutions et dans les récits nationaux. En Asie, la machine prend la forme d'un contrôle du savoir et de la légitimité intellectuelle. Yang Zhengyi, astronome et mathématicienne chinoise du XVIIIe siècle, démontre les éclipses avec une lampe, un miroir et une sphère, vulgarise la trigonométrie, écrit pour rendre la science accessible. Ses travaux circulent peu. Elle publie en dehors des réseaux masculins. Les lettres ne la citent pas. Mais elle publie en dehors des cercles masculins tout en faisant en sorte que l'effacement de sa personne ne soit plus quelque chose qui soit visible. L'effacement opère par l'absence de citation. Si personne ne vous cite, vous n'existez pas dans l'histoire du savoir. Les connaisseurs, les chercheurs le savent. Raden Ajeng Kartini, en Indonésie, écrit des lettres puissantes sur l'éducation des filles et la condition coloniale. Elle voit ces lettres publiées après sa mort par des éditeurs coloniaux qui coupent, adoucissent, sélectionnent. On fabrique une Kartini acceptable, moins radicale, moins politique. L'effacement opère par réécriture. On fabrique une Kartini qui sera acceptable et compatible avec l'ordre colonial. Cheng Xinyu, une physicienne sino-américaine qui réalise l'expérience décisive sur la non-conservation de la parité. Un résultat majeur de la physique moderne. Mais le Nobel va à ses collègues masculins. L'effacement est donc institutionnel. Elle est femme, immigrée, non blanche. Ici, l'effacement institutionnel reconnaît la découverte, mais pas la découvreuse. En Océanie, la machine de l'effacement prend une forme singulière. Minimisation du leadership communautaire, iconisation dépolitisante et fiction d'extinction. Tepwe Erangi, figure majeure du mouvement Kingitanga en Aotearoa, en est un exemple éclatant. Au début du XXe siècle, elle s'oppose à la conscription imposée aux Maoris pendant la Première Guerre mondiale, non par refus de solidarité, mais pour défendre un peuple déjà dépossédé de ses terres et de ses droits. Elle reconstruit l'autorité politique des Tanyus, fonde le marais de Turangaweawe, relance l'économie tribale, restaure les rituels, les arts, la dignité collective. Son action est immense, structurante, nationale. Pourtant, dans les récits officiels, elle est longtemps présentée comme une figure locale,
presque folklorique, comme si son leadership n'était qu'un prolongement culturel et non un acte politique. L'effacement ici opère par réduction. On transforme une chef d'État, Maori, en gardienne des traditions. On dépolitise son action pour préserver un récit national centré sur l'État colonial. Et derrière cette réduction, une autre fiction persiste, celle d'un peuple voué à disparaître, d'une culture en voie d'extinction, fiction qui permet de minimiser celles et ceux qui, comme des proies, ont précisément empêché cette disparition. Rina Cooper. Elle est transformée en icône rassurante, la grand-mère de la nation. Une image magnifique, mais qui masque l'ampleur de son travail politique. Elle organise la Grande Marche Maori de 1975, mobilise des milliers de personnes sur 1000 km pour dénoncer la dépossession des terres. Elle négocie, elle affronte, elle structure un mouvement national. Mais l'histoire retient surtout son visage ridé, son bâton, son aura maternelle. L'effacement opère ici par iconisation. On transforme une leader politique en symbole affectif. On adoucit la radicalité de son combat. Et puis il y a Truganini en Tasmanie, présentée pendant des décennies comme la dernière aborigène. Une fiction coloniale destinée à effacer les survivants, à justifier les violences, à clore le récit. L'effacement opère par invention d'une extinction. On déclare un peuple disparu pour mieux effacer ceux qui continuent d'exister, de résister, de transmettre. Truganini n'est pas la dernière. Elle est la preuve vivante que la colonisation a tenté d'effacer jusqu'à la possibilité même de la survie. L'Europe moderne, pourtant berceau de nombreuses institutions scientifiques, a produit une mécanique d'effacement particulièrement sophistiquée. Confiscation du crédit, invisibilisation bureaucratique, effacement conjugal, appropriation masculine des découvertes. 3 cas emblématiques permettent de comprendre comment cette machine fonctionne. Rosalind Franklin, la structure de l'ADN, l'effacement par appropriation scientifique. En 1952, Rosalind Franklin obtint, avec son doctorant Raymond Gosling, la fameuse photo 51. Une image de diffraction au rayon X qui constitue la preuve expérimentale décisive de la structure en double hélice de l'ADN. Cette image est montrée à James Watson sans son accord et devient la clé du modèle publié par Watson et Crick en 1953. En 1962, le prix Nobel récompense Watson, Crick et Wilkins, mais pas Franklin, dont la contribution essentielle est reconnue tardivement. L'effacement opère ici par vol de données, marginalisation institutionnelle et réécriture du récit scientifique. Lisa Meitner, la fission nucléaire, l'effacement par exclusion institutionnelle. Notre Lisa Meitner, physicienne autrichienne, co-découvre en 1938 le principe de la fission nucléaire en interprétant les résultats expérimentaux d'Otto Hahn. Juive, elle doit fuir l'Allemagne nazie, mais continue d'analyser les données à distance. Son interprétation théorique est déterminante. C'est elle qui explique le phénomène et lui donne son nom. Pourtant, en 1944, le prix Nobel de chimie est attribué uniquement à Otto Hahn. L'effacement opère ici par effacement politique, sexisme académique et confiscation du mérite. Clara Schumann, génie musical, compositrice, pédagogue, influence majeure du romantisme européen, est réduite à l'épouse de Robert. On la renvoie à son rôle marital pour mieux minimiser son œuvre, son influence et sa virtuosité.
Marthe Gauthier, médecin et pionnière de la culture cellulaire, identifie dans les années 1950 le chromosome surnuméraire responsable de la trisomie 21. Son expertise technique rend la découverte possible. Pourtant, la publication officielle est signée par Jérôme Lejeune, qui devient la figure publique de la découverte. Pendant des décennies, la contribution de Gauthier est minimisée, voire effacée, avant d'être réhabilitée tardivement. L'effacement opère ici par appropriation de la découverte, effacement hiérarchique et invisibilisation des compétences féminines. Camille Claudel, enfant, est internée pendant 30 ans. Ses œuvres attribuées à Rodin. Son nom effacé des catalogues, des musées, des récits. L'effacement opère par confiscation artistique. On enferme la femme et on libère l'œuvre, mais sous un autre nom. Nommer ces femmes, c'est réparer, c'est redonner souffle à l'histoire. C'est rappeler que l'humanité ne s'est jamais construite seule, mais en constellation. Elles ont écrit, elles ont résisté, elles ont transmis et aujourd'hui, nous les faisons réapparaître. La présence des femmes dans l'histoire n'est pas un chapitre clos, ni un héritage figé dans le passé. Elle circule encore comme une braise sous la cendre, un souffle qui traverse les générations. Les femmes dont nous racontons les trajectoires ne sont pas seulement des figures historiques. Elles sont des ancêtres symboliques, des sources d'énergie, des matrices de courage pour celles qui créent, pensent, soignent, enseignent, inventent et résistent aujourd'hui. Les combats d'hier résonnent dans les gestes du présent. Chaque femme qui prend la parole dans un espace où elle n'était pas attendue, chaque chercheuse qui signe un article, chaque artiste qui refuse d'être relégué au rôle de muse, chaque militante qui organise une communauté, toutes prolongent une lignée ancienne. Ces lignées ne sont pas abstraites, elles sont faites de transmissions visibles et invisibles, de gestes répétés, de stratégies héritées, de mémoires souterraines. Les femmes d'aujourd'hui avancent dans un monde façonné par celles qui ont résisté avant elles, même si leurs noms ont été effacés des manuels. Les scientifiques d'aujourd'hui marchent dans les pas de celles dont les travaux ont été signés par d'autres. Les artistes prolongent les gestes de celles dont les œuvres ont été attribuées à des hommes. Les militantes reprennent le flambeau de celles qui ont organisé des révoltes, des marches, des réseaux clandestins. Les penseuses prolongent les intuitions de celles dont les lettres ont été censurées ou réécrites. Cette continuité n'est pas seulement historique, elle est émotionnelle, politique, spirituelle. Elle forme un tissu de résistance qui relie les générations. Restaurer la mémoire de ces femmes, ce n'est pas seulement corriger un récit, c'est réactiver une énergie, c'est rallumer un feu ancien. C'est dire, vous n'avez jamais été seul, vous ne le serez jamais. La mémoire n'est pas un musée, c'est un combustible. Elle nourrit les luttes présentes, elle éclaire les chemins, elle donne du souffle à celles qui avancent encore dans des espaces marqués par les mêmes mécaniques et les mêmes mécanismes d'effacement. Je suis Marita Moifo, dans la voie des mondes reliés. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode qui se focalisera sur le pourquoi de cet effacement et les autres actions d'effacement qui existent dans le monde. N'hésitez pas à commenter, à partager, à transmettre et surtout à me dire ce que vous pensez de cet épisode. Une phrase porte tout l'épisode. Chaque fois qu'une femme ose créer, elle se souvient, consciemment ou non, de celles qui ont été réduites au silence. Alors à vous qui écoutez, quelle femme oubliée allez-vous nommer aujourd'hui? Quel nom allez-vous transmettre?
partager et faire circuler désormais. Parce que chaque nom prononcé rallume une lumière. Et parce que malgré la machine, malgré les murs, malgré les siècles de silenciation, les femmes n'ont jamais cessé d'agir. Elles ont écrit dans l'ombre, elles ont transmis par la voix, elles ont résisté par la mémoire, elles ont laissé des traces que rien n'a pu effacer complètement.